plus récentes nouvelles qui nous touchent. J'avais une discussion avec Brigitte de la météo, ça fait plusieurs années, mais sur beaucoup de neige ou pas beaucoup de neige, tu sais. J'avais expliqué que dans ma définition, pas beaucoup de neige, là, c'est que dans tes marches d'escalier, tu prends un balai, là. Pouf, 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 pouf. De la minute que tu mets la main, ça appelle, là. Ah. Ça rentre. Je comprends qu'il y a beaucoup, puis énormément. Ça change de catégorie. Mais de la minute que tu mets la main, ça appelle, tu rentres dans le grand champ du beaucoup de neige. Mais dans ce cas-ci, c'est que ça tombe sur une longue période, mais pas de Ah flingue. ouais, mais ça, c'est bien mieux, parce qu'on va pelleter 6 fois. Pas besoin d'aller au gym. T'économises, dans le fond. Bon, Chauffeur Inc., ce dossier qu'on suit depuis des mois, on a toujours des fois l'impression de dire comment ça se fait que le gouvernement tolère une chose, puis quelque chose qui a l'air d'une façon aussi évidente, inacceptable et tolérée. Des fois, si nous autres, on comprend pas, il y en a d'autres qui comprennent. Oui, et les explications sont en une du journal ce matin, où on titre « Des chauffeurs Inc. proches de Carney ». Une histoire donc de notre bureau d'enquête. Ce qu'on apprend, c'est qu'un proche de Mark Carney, généreux donateur du Parti libéral du Canada, s'active en coulisses pour empêcher Ottawa de serrer la vis aux chauffeurs à rabais. Il s'appelle Tejpreet Doulat. Comprenons que lui, c'est pas un chauffeur. Non. C'est un chef d'entreprise qui fait la passe. Parce que ça peut devenir un modèle d'affaires très payant. Là. Oui, je comprends. Tu t'embauches pas de vrais chauffeurs, tu payes pas les cotisations sociales. Et dans son cas à lui, c'est le nouveau porte-parole de la Canada Truck Operator Association, qui est une organisation qui représente justement les chauffeurs Inc. Il est un donateur libéral depuis 2015. Il a œuvré plus directement à la campagne au leadership de M. Carney, à son élection aussi comme député de Népine et comme premier ministre. On sait que quand même récemment, là, on a colmaté une brèche au niveau de François-Philippe Champagne, là, au niveau là, de l'impôt, concernant les chauffeurs Inc., mais quand même, là, les accidents en hausse, les licenciements qui font perdre des milliards de dollars à l'État qui sont mis en cause. Et comme le rapportait aussi hier la presse, la crise des chauffeurs Inc. inquiète de plus en plus, même jusqu'aux États-Unis, alors que Washington commence à taper du pied, demande à Ottawa d'agir aussi pour empêcher les camionneurs mal formés de franchir la frontière. Comment il s'appelle, monsieur, son association, le Canada Truck Operator Association. Mais est-ce que je comprends que ça, c'est une association? Parce que c'est pas l'association du camionnage, j'ai l'impression officielle avec ça. Non. C'est une association de camionneurs qui... Chauffeur Inc. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que ça pourrait être Canada Fling Flang Public Danger Association. Là. Ça serait plus exact. J'aime mieux ça. C'est plus ça, là. Comme ça, mais ça c'est quand même un classique. C'est-à-dire que... Parce que tu regardes ça, tu te dis, OK, injuste pour les autres entreprises de camionnage, des gens qui payent pas toutes leurs affaires, danger public de mettre sur la route des camionneurs pas formés, dans certains cas qui connaissent même pas l'hiver. Pourquoi le gouvernement tolère ça? Puis un jour, quand tu comprends pas, là, un jour tu comprends mieux. Et il fallait s'y attendre. Donc, les gens qui fonctionnent comme ça ont quand même un lobby peut-être un peu plus puissant qu'on imaginait. Là. Ce qu'on apprend aussi, Mario, c'est qu'il y a des élus libéraux torontois, dont des ministres du gouvernement Carney, qui ont apparu, si vous voulez, aux côtés de représentants clés de l'organisation qui fédère les chauffeurs à rabais. Il y a 10 élus du parti qui étaient au gala de la fondation de, justement, la Canada Truck Operator Association. C'était en janvier 2023 à Brampton, en banlieue de Toronto. Mais c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que ça part tout de Brampton. Fait que on comprend mieux, là. Ah non, exactement. Puis en ce qui concerne, justement, là, comme l'homme en question, M. Doulat et d'autres personnages clés de cette organisation-là qui contribuent à la caisse électorale du parti. Et quand on remonte jusqu'à 2015, là, une dizaine d'entre eux ont donné à peu près 85 000 $ au parti, selon les calculs là, du bureau d'enquête. On retient le nom de cette nouvelle organisation, la Canada Fling Flying Public Danger Association. Et voilà. Parallèlement à tout ça, non, mais ce que j'allais te mentionner, c'est il y a eu encore un accident hier, mais c'est pas nécessairement relié. Non, mais quand même, ça reste quand même dans l'actualité au niveau des poids lourds. Là, parce que depuis juin, juste depuis juin, là, il y a une vingtaine de collisions impliquant un ou des poids lourds au Québec. Qui se ressemblent toutes. Là. Ça bloque sur l'autoroute. C'est ça. Puis là, ralentissement soudain. Puis là, le camion ne s'arrête pas. C'est ça. Alors, il y a au moins 14 personnes qui ont perdu la vie, dont 3 mineurs. Dans ce cas-ci, on est sur la route 132, hier après-midi, une chauffeuse de camion semi-remorque qui n'aurait jamais freiné avant d'emboutir 5 véhicules immobilisés devant elle.
Pas une mort dans ce cas-ci. Heureusement. Non, pas une mort dans ce Juste des cas-ci. blessés. Mais quand même, il y a 2 enfants qui ont été blessés dans cette collision-là, qui ont dû être transportés à l'hôpital. Leur vie n'est pas en danger, fort heureusement. Quant à la mère, elle a été traitée pour un choc nerveux. On avait ouvert les lignes là-dessus, je pense que c'était au mois de septembre, octobre, je sais plus, je pense que c'était au mois de septembre. Et moi, je suis comme ça. Puis les gens nous appelaient, puis je sais pas quel pourcentage. Quand ça freine sur l'autoroute, là, la rapidité avec laquelle on envoie nos yeux dans le rétroviseur Instantanément. pour voir s'il y en arrive un en arrière, évidemment un camion, puis qui freinera pas, là, c'est instantané. Puis bon, c'est pas pour rien que ça arrive souvent, ça arrive sud ou ça arrive nord, les banlieues de Montréal, là, tu peux pas avoir, tu sais, la 30, la 132, des autoroutes où ça fait ça constamment, là, tu sais. T'avances, puis tout à coup, hop, ça congestionne. Exact. Oui, puis ce qui est inquiétant dans tout ça aussi, c'est la vigilance de certains chauffeurs. Puis toujours dans le journal ce matin, on apprend qu'il y a un camionneur au rabais, donc un chauffeur Inc., qui s'est fait arrêter après avoir conduit plus de 87 heures d'affilée. Sans repos. Sans pause réglementaire. S'est fait arrêter à Boucherville le mois dernier. Alors, l'individu avait travaillé 87 heures 43 minutes sans s'arrêter pour une période minimale de 8 heures de repos consécutif. C'est ce qui est exigé. Alors, c'est vraiment un véritable danger public. C'est de cette façon-là dont on le qualifie. Son propriétaire de l'entreprise, c'est un membre de la Canada, c'est sûr pour elle. La Canada Fling Flang Association. Mais ça devient une arme après 87 heures. Là. C'est un danger public, oui, c'est sûr. Mais il y en a plein qui sont des dangers publics. Ils ne sont pas formés, sont un danger public. Ils prennent pas les repos voulus, sont un danger public. Ils n'ont jamais conduit l'hiver, tes envois sur la glace puis sur la neige avec un mastodonte, sont un danger public. C'est génial ça. Bon, le point sur Air Transat, c'est toujours pas réglé. Et donc, ce matin, il faut s'attendre à encore plus d'annulations. Oui, et quand on regarde là, justement sur le site de l'aéroport Montréal-Trudeau, on voit déjà là, qu'il y a des conséquences pour ce qui est des vols, de Air Transat. Alors, si vous devez partir aujourd'hui, bien sûr, vérifiez là, l'état de votre vol avant de partir. Actuellement, Air Transat priorise le rapatriement de voyageurs qui sont en danger parce que l'arrêt progressif des opérations va se faire en cours de journée. Et là, si rien ne change, s'il n'y a pas d'entente avec les 750 pilotes chez Air Transat qui ont voté, souvenez-vous, à 99 % pour la grève, eh bien, quand on va se reparler demain matin, là, c'est l'arrêt complet. C'est l'arrêt complet, là, parce qu'ils peuvent, étant donné qu'ils ont donné leur préavis de 72 heures au cours de la fin de semaine, déclencher une grève à partir de 3 heures dans la nuit donc de mardi à mercredi. On sent que ça continue de négocier, mais il n'y a pas eu nécessairement là, d'avancées extraordinaires. On sait qu'Air Transat avait mis quand même sur la table une augmentation considérable, au-delà de 50 % là, sur l'espace de 5 ans. Et il y a aussi, parallèlement à tout ça, quand je vous parle un peu de jeu de coulisses, puis on l'avait à ton micro hier, Pierre-Carl Péladeau, qui détient via donc la financière Outremont 10 % des actions d'Air Transat. Et lui, il s'était proposé pour être justement un médiateur dans ce dossier-là. Pas une nouvelle du conseil d'administration. M. Péladeau qui a été très critique à l'endroit du conseil d'administration, d'ailleurs, là, qui est comme responsable de ce qui se passe. Ouais, ben, je dois quand même avouer que je l'ai écouté hier, puis moi, j'aime bien la compagnie Air Transat. Je l'aime comme voyageur. Je l'aime comme espèce de fleuron québécois. On n'a pas comme tant de joueurs que ça dans ce secteur-là. C'est essentiellement le seul. Et puis, on dirait que je n'avais pas pris pleinement conscience de là, l'entreprise ne peut plus investir. T'sais, l'entreprise est pris que sa dette du fédéral, là, les mains attachées. Donc, si demain matin, il décidait, là, je sais pas, moi, on voudrait des nouvelles destinations, il faudrait acheter 5 nouveaux appareils ou 10 nouveaux appareils, l'entreprise ne peut pas le faire. Là. Il n'y a plus d'investisseurs, elle n'a plus de liquidité. Essentiellement, tout argent qui serait disponible va pour payer la dette. Alors, l'avenir d'Air Transat, là, c'est un vrai questionnement. Point sur les négociations avec les médecins. Comme tout le monde est en mode, on attend la fumée blanche. En fin de semaine, on nous dit que ça a négocié. On n'entend pas parler de rien, de ce qui se passe derrière des portes closes, mais en même temps, il ne sort pas de résultat non plus. Non, exactement. Est-ce que c'est bon signe? Pas de nouvelles, bonne nouvelle dans ce cas-ci. Quand ça accroche, souvent, on a des petites fuites on le sait, dans les médias, là, effectivement. Dans ce cas-ci, tout ce qu'on a vu au cours des dernières heures, c'est cette photo publiée par le premier ministre François Legault en compagnie du président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le docteur Vincent Oliva. Donc, qui rencontre pour une deuxième fois depuis vendredi le premier ministre. Mais parallèlement à tout ça, effectivement, là, est-ce que ça va se régler prochainement? On sait que le temps commence à presser parce que s'il n'y a pas d'entente
d'ici, en fait, il faut quasiment que ce soit cette semaine, Mario, parce que c'est la dernière semaine de travaux. Dernière. Puis après ça, la loi entre en vigueur 1er janvier. La loi 2. Alors là... En fait, si on voulait modifier la loi 2, mettons que dans une entente, ça requérait de modifier la loi 2 plus tard, il faudrait rappeler tous les députés de l'Assemblée nationale dans la semaine avant Noël ou entre Noël et le jour de l'an. Et que c'est pas fait, ça. Non, ça fera pas des heureux, là. Non. Et on apprend ce matin dans le journal que toutes ces négociations avec les médecins-là, ça a quand même un coût. Québec a allongé près de 2 millions de dollars pour son négociateur embauché dans le privé. Même en période de difficultés économiques, le gouvernement n'a pas hésité à recourir à grands frais, donc à des avocats de l'externe pour piloter les pourparlers avec les omnis et avec les spécialistes. Avec 2 millions pour cet avocat. Oui. On ne sait pas combien Lucien Bouchard a eu. On peut spéculer. À partir de ce chiffre-là, on peut imaginer... On peut penser que c'est plus. Qu'un avocat plus prestigieux, c'est ça, a pu obtenir. Et rapidement, Jean Chrétien, donc, n'ira pas témoigner, en tout cas, à moins qu'on le force, là, mais de son propre gré, ne répondra pas à l'invitation des députés d'aller témoigner sur l'histoire là, d'immigration accélérée à la veille du référendum de 95. Oui, il avait été convoqué en lien avec le traitement des demandes de citoyenneté avant le référendum. Le ministre de l'Immigration de l'époque, Sergio Marchi, et un ancien sous-ministre ont décidé eux aussi d'ignorer la demande du comité. Est-ce qu'ils avaient droit de le faire? En fait, ça faisait suite à ces révélations, cette entrevue accordée là, par M. Marchi sur justement l'ordre qu'il avait reçu, la consigne qu'il avait reçue d'accélérer ces demandes-là. Puis quand tu comparais, puis on s'en parlait ici, là, année versus année, il y avait eu vraiment un boom assez impressionnant. Une efficacité, c'est 400% de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc, une efficacité redoutable du ministère de l'Immigration quand il fallait qu'il y ait plus d'électeurs pour aller voter non. Alors, c'est une entrevue qu'il avait accordée à nos collègues du journal qui avait fait grand bruit, mais là, on n'aura pas toute l'histoire au complet, étant donné que ces trois personnes-là souhaitent se terrer dans le silence. En fait, je dis pas que ça va se faire, mais techniquement, la Chambre des communes, un parlement, a le pouvoir de subpénat, comme un tribunal. Pourrait les forcer. Oui, pourrait les forcer. Est-ce qu'ils vont le faire? J'en doute. Mais es-tu surpris que M. Chrétien ne vienne pas se défendre là-dessus? Lui, combatif, là, tu sais. Ouais, mais là, c'est comme cette fois-ci, il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est parce que son ministre, là, il y a 3 affaires. Il y a 3 lignes de défense. Tu peux dire c'est pas arrivé. Tu peux dire, oui, le ministère de l'Immigration a été efficace ces mois-là, mais c'est pas pour le référendum, c'est un hasard. Puis, où tu peux dire, ben là, ils ont fait ça, mais c'est pas le premier ministre qui l'a commandé. Mais Sergio Marchi, là, dans l'entrevue qu'il a donnée, il a donné les 3, tu comprends? Il a blindé le dossier de la mise en droit, on dirait, il a blindé le dossier de la mise en accusation. Il a dit, oui, je l'ai faite, parce que M. Chrétien me l'a demandé, pour le référendum. Avez-vous d'autres questions, votre honneur? Non, c'est accablant comme preuve. Hein? Il a tout dit, là. Dans l'entrevue, Tarly, il l'a dit en termes très naïfs, très simples. Oui, on a fait ça, on a accéléré. Pourquoi il est allé, justement, de ces révélations-là maintenant ça, dans c'est sa le vie? mystère, là. Tu sais, c'est-tu parce que là, il y avait des remords, il y avait des... Ben, d'après Raphaël Pirot qui a fait l'entrevue, journaliste du journal qui a fait l'entrevue, c'est parce que M. Marchi, maintenant, vit à Toronto, il a oublié l'existence du Québec. Parce que lui, au Canada anglais, c'est bien vu, là. Un autre. Lui, mettons qu'il reste dans une RPA là, en Ontario, une résidence pour aînés ou je sais pas. Là. Il parle de ça avec les voisins, là, les gens. Hey, bravo. Ça va être le roi de la RPA. Ben oui, bravo. T'as sauvé le Canada, c'est parfait. Il a oublié. Wow. Il a oublié ceux qui lisent le journal de Montréal. Et on est plusieurs. Ouais, il a comme oublié un bout de la réalité, je pense. Parce que sinon, pourquoi il avouerait ça aussi? Parce que Raphaël dit qu'il n'a pas torturé rien. Il a parlé de ça, puis il a tout dit. C'est ça, moi, c'est les coulisses de cette histoire-là. Mais non, c'est pas un interrogatoire, là, c'est pas un interrogatoire dans une salle. Il a jasé avec, puis il a tout dit. Ah, ouais. J'ai fait ça, certainement. M. Chrétien me l'a demandé, puis je l'ai fait, en tout cas. Donc, tout le monde veut acheter Warner Brothers. Hey, ça, là, c'est fou. Déjà en partant, quand on a appris la possible transaction entre Netflix et Warner Brothers Discovery, il y avait eu une espèce de secousse de se dire, ben, c'est parce que là, s'il y a trop de géants, qu'est-ce que ça va donner? Mais là, Paramount fait une contre-offre. C'est la 6e fois qu'ils reviennent à la charge, Paramount, pour racheter... Mais ils offrent beaucoup plus. Netflix offrait 72, 78 milliards. Mais là, en canadien, c'est 150 milliards. Là. Et la différence, c'est que Netflix voulait acheter les studios de Warner Brothers et la plateforme vidéo HBO, alors que Paramount Skydance, eux autres, veulent acheter l'ensemble. La totale, là, ouais, c'est ça. L'ensemble avec le portefeuille des chaînes de télévision. Mais moi, je pense qu'il y a un petit avantage pour l'offre de Paramount. Il s'appelle peut-être Donald Trump. Ouais. Ben lui, parce que son gendre est dans le deal, là.
Puis, En fait, la famille Trump a des intérêts dans l'offre Paramount. Puis au Kennedy Center, dimanche, en fin de semaine, quand il a animé, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec la transaction. Oui, mais là, c'est pas ça, c'était les intérêts du pays. Et M. Trump confond pas les intérêts financiers de la famille et les intérêts du pays. Là. Puis l'affaire aussi, c'est que là, il y a les cinémas qui s'inquiètent avec tout ça. Parce que ce qu'on dit, c'est que souvent, si jamais, peu importe la transaction, là, que ce soit Paramount ou Netflix, celle qui va passer, Netflix ne respecte pas les calendriers comme Amazon peut le faire ou Apple peut le faire. Donc là, les cinémas s'inquiètent. Il y a le cinéma United aux États-Unis qui représente 30 000 salles qui, eux, se sont opposés à la transaction la semaine passée quand c'est Netflix qui avait comme fait son offre. Au Québec, les gens ont peur quand même qu'il y ait moins de sorties, que si tout ça s'avère, que ça a un gros impact sur les salles présentement. À suivre, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui lèvent le drapeau. Là. Non, mais c'est des transformations dans l'industrie et des regroupements. Tu vas créer des joueurs tellement gros qui vont avoir un pouvoir. Puis qu'est-ce que tu peux faire après? Mais moi, c'est même si tu sais, t'es scénariste ou t'es producteur, regarde, il reste de moins en moins de joueurs pour acheter ton produit. Là. Tu rentres dans le moule. Ouais. Donc, culturellement, ça va ressembler à quoi? C'est Rien ça. que des Marvel? C'est ça. Et Charles-Antoine, au sport, est-ce qu'on aura une glace olympique en bonne et due forme pour les Jeux? Bill Daly, qui est un peu le bras droit de Gary Bettman, a pris la parole 10 minutes hier à la rencontre des gouverneurs. On sentait que la Ligue nationale de hockey n'est pas responsable de ce tournoi. C'est l'IIHF, d'ailleurs, qui est géré par un trifluvien, Luc Tardif, qui est le grand Manitou du hockey international. Mais Bill Daly a eu quelques informations et a confirmé surtout ce qu'on parlait il y a de ça, une dizaine de jours. 196 pieds par 85 pieds. Mais une glace de la LNH, c'est 200 par 85. Mais donc, 4 pieds, ça fait c'est pas beaucoup 4 pieds, là, sur toute la longueur d'une glace. C'est pas énorme, mais c'est tes repères. C'est ton bureau de travail qui change dans un moment énorme. Mais justement, on confirme qu'il n'y a pas d'enjeu, que c'est négligeable. Les différences sont négligeables, qu'il ne devrait pas y avoir d'incidence sur la qualité ni la sécurité. Ce qui est peut-être plus problématique que le 3 pieds et demi qui va manquer, là, c'est le fait que la patinoire va être prête le 2 février. Le tournoi des femmes commence le 5. Le tournoi des hommes, le 11. Ça donne pas beaucoup de temps pour corriger, ajuster. T'sais, habituellement, il y a des événements. Moi, je pense que je vais voir un match le 14. Ben, tu vas probablement avoir la meilleure version de la patinoire. Ça se peut qu'il reste du plywood. Ça se peut que le poté soit pas sèche. J'ai encore des bouts sur le papier brun. Oui, c'est ça. Okay. Que le bleu des lignes soit pas tout à fait bleu. Mais bon, ça va avoir lieu. À chaque année, on a ce genre d'enjeu. C'est juste que là, la LNH est impliquée. La Ligue nationale de hockey met sur la glace ses activités. Freiner une ligue pendant 3 semaines quand t'es même pas sûr que ça va être de... Mais bon, Bill Daly a pris le temps hier de le mentionner, mais tu le voyais qu'il était très frustré. On lui posait la question, tu l'as appris quand, toi? Il dit, pour être honnête, la semaine passée. Donc, si Bill Daly... Donc, en même temps que nous. En même temps que nous. Donc, tu sais, il y a une frustration certaine à ce niveau-là. Et il a réitéré qu'en 2030, on allait s'assurer que ce serait pas le cas, que c'est vraiment une glace olympique. Après, tu sais, les matchs, par exemple, en Suède, là, souvent au début de la saison de la LNH, on appelle ça le Global Series. Ben, c'est ce genre de dimension qu'attend les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Donc, ce sera pas la première fois qu'on voit du 196 par 85. Merci, Jean-Antoine.